Elle a dit, si je veux passer la nuit chez un ami après une fête, c'est mon choix. Fais-moi confiance ou pas. J'ai fait mon choix, c'est non. Quand elle a finalement réalisé que j'étais parti, elle a laissé une série de messages vocaux en me suppliant, en criant, puis en chuchotant, s'il te plaît, rentre à la maison. Les fissures n'ont pas commencé par un grand bruit. Elles ont commencé par le silence. Le silence calme et préoccupé de quelqu'un qui tape sur son téléphone. Un petit sourire secret jouant sur ses lèvres avant qu'elle ne remarque que vous regardiez et qu'il ne disparaisse. C'était comme ça avec Clémence ces dernières semaines. Nous étions sur le canapé, mon bras autour d'elle, un film à l'écran, et je sentais la subtile vibration de son téléphone contre mon flanc. Elle se déplaçait très légèrement pour détourner l'écran. Je me disais que j'imaginais des choses. J'étais le petit ami paranoïaque, le cliché. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Nous parlions d'adopter un chien, de peut-être chercher un appartement ensemble au printemps prochain. Je l'aimais. La confiance en était la fondation, et j'étais déterminé à être un homme moderne, pas un homme des cavernes possessif. Mais la dynamique de notre relation changeait. Son nouveau groupe d'amis, dirigé par un gars nommé Tristan rencontré à son cours de vélo en salle, devenait son choix par défaut. J'étais invité, mais toujours avec une réserve. C'était un mardi soir, et elle coupait des légumes pendant que je parcourais les annonces de location d'appartements, rêvant à voix haute de balcons et de lumière naturelle dans notre petit appartement du 11e arrondissement de Paris. Elle n'écoutait pas vraiment. Alors, dit-elle, le toc-toc-toc du couteau ponctuant ces mots, Tristan organise un truc samedi. Une fête sur la terrasse de son immeuble. Ça devrait être assez épique. Ça a l'air sympa, dis-je en levant les yeux. C'est quoi l'ambiance? Surtout ses collègues de la jeune entreprise technologique. Tu sais, le genre jeunes entreprises parisiennes. Elle haussa les épaules, sans croiser mon regard. Tu es le bienvenu, évidemment. Mais honnêtement, bébé, tu risques de trouver ça un peu ennuyeux. Ce n'est pas vraiment ton genre de public. Un rejet en douceur. Je l'ai ressenti. Je peux me débrouiller. Je ne suis pas totalement inepte socialement, dis-je, essayant de garder un ton léger. Je sais. C'est juste que ça va probablement finir super tard. Et son immeuble est tout proche du nôtre. Donc si je finis par dormir là-bas, ne panique pas, d'accord? C'est juste pratique. Le toc-toc-toc s'arrêta. L'air dans notre petite cuisine parisienne devint immobile. Ce n'était pas une suggestion banale. C'était un ballon d'essai. J'ai posé mon téléphone. Chez Tristan, j'ai gardé une voix calme et régulière. Bien sûr, je comprends le côté pratique. Les tarifs des VTC sont fous à 2 heures du matin. Mais tu dormirais sur son canapé, n'est-ce pas? C'est juste que nous n'avons jamais vraiment discuté de passer la nuit chez d'autres hommes. C'est une première. Elle me regarda enfin, son expression mélangeant attitude défensive et impatience. Pourquoi est-ce important? C'est juste un canapé. Mon Dieu, ce n'est pas comme s'il allait se passer quoi que ce soit. Tu ne me fais pas confiance? Et voilà. L'option nucléaire. La question conçue pour clore toute discussion en faisant de moi le méchant, le petit ami peu sûr de lui et contrôlant. Ce n'est pas une question de confiance, Clémence, dis-je en choisissant mes mots avec soin. C'est une question de respect. Le respect de notre relation, de ce que nous avons. Passer la nuit dans l'appartement d'un autre homme, même platoniquement, c'est une limite pour moi. Ça me met mal à l'aise. Elle agita le couteau, un petit geste de dédain. Eh bien, ça ne devrait pas. Tristan est un ami. Un bon ami. Nous sommes en 2023. Les hommes et les femmes peuvent être amis sans que ce soit bizarre. Je suis d'accord qu'ils le peuvent. Mais les amis ne passent généralement pas la nuit ensemble quand l'un d'eux est dans une relation sérieuse. C'est une question d'apparence, de principe. Le principe, répéta-t-elle, comme si le mot était ridicule. Elle se remit à couper, plus fort maintenant. Bien. Peu importe. Je voulais juste te prévenir. La conversation s'éteignit là, enterrée sous le bruit des oignons grésillants et de la tension inexprimée. J'ai laissé couler. Je me suis dit que j'étais raisonnable, qu'elle comprendrait mon point de vue, qu'elle m'enverrait un message quand la fête serait finie et rentrerait en VTC. J'étais le petit ami compréhensif. Je lui faisais confiance.
Mais la boule dans mon ventre ne se desserrait pas. Le samedi arriva, lourd et nuageux. Clémence bourdonnait d'une énergie nerveuse, essayant 3 tenues différentes, demandant mon avis, mais ne l'écoutant pas vraiment. La fête était un événement menaçant, une ligne de démarcation. Ce soir-là, alors qu'elle se maquillait devant le miroir de la salle de bain, je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Le malaise s'était solidifié en une pierre froide et dure dans mes tripes. Je devais essayer une fois de plus, d'exposer clairement mon point de vue, sans accusation. Et, dis-je d'une voix douce, à propos de ce soir. Elle croisa mon regard dans le miroir, son expression soigneusement neutre. Ouais. Ça me mettrait plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise, si tu prenais juste un VTC pour rentrer, peu importe l'heure. Je le paierai. Sérieusement. Ou je peux venir te chercher. Ça ne me dérange pas. À n'importe quelle heure. Envoie-moi juste un message. Elle posa lentement son mascara, se retourna et croisa les bras. La neutralité soigneusement construite se brisa, remplacée par quelque chose de plus froid. Donc tu dis que tu ne crois pas que je puisse être dans un appartement avec un homme et ne pas te tromper. C'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que je vais franchir les limites avec Tristan. La crudité de la chose fut comme une gifle. Non, dis-je, ma propre voix se durcissant d'une fraction. Il ne s'agit pas de tromperie. Il s'agit de respect pour notre relation. C'est une limite pour moi. Une simple limite. Ne passe pas la nuit dans l'appartement d'un autre homme. Est-ce vraiment si déraisonnable? Elle me fixa, et dans ses yeux, je ne vis ni amour, ni compromis, ni même frustration. Je vis du mépris. Elle voyait ma limite comme une faiblesse, ma demande comme une entrave. Eh bien, dit-elle d'une voix plate et définitive, chaque mot comme un clou, si je veux passer la nuit chez un ami après une fête, c'est mon choix. Fais-moi confiance ou non. Elle soutint mon regard, me mettant au défi. C'était sa ligne rouge. Elle encadrait toute ma dévotion, nos 2 ans, comme un test binaire. Un ultimatum enveloppé dans le langage de l'émancipation. La pierre froide dans mes tripes fondit, remplacée par une clarté soudaine et choquante. Le brouillard du doute, la remise en question constante, se sont dissipés. J'ai vu le chemin à suivre avec une vision parfaite et stérile. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas énuméré toutes les façons dont j'avais montré ma confiance. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et j'ai vu une étrangère. Une étrangère égoïste et dédaigneuse qui valorisait son propre choix de défi plus que ma tranquillité d'esprit, plus que l'intégrité fondamentale de ce que nous partagions. J'ai hoché la tête lentement, non par accord, mais par compréhension. Une compréhension profonde qui allait changer ma vie. D'accord, dis-je, ma voix étrangement calme, même à mes propres oreilles. Je comprends. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle de bain. Je l'ai entendu faire un petit bruit exaspéré derrière moi, supposant qu'elle avait gagné, que je capitulais face à une autre nuit de ressentiment silencieux. Elle n'en avait aucune idée. Je suis allé dans le salon, je me suis assis sur le canapé qu'elle avait choisi, et j'ai regardé la photo encadrée de nous lors d'une randonnée, tous les 2 souriants, brûlés par le soleil et heureux. L'homme sur cette photo était déjà parti. Il avait été ébréché, pièce par pièce, par des sourires secrets au téléphone et des gestes dédaigneux, et maintenant, ce choix final est cruel. Fais-moi confiance ou non. J'avais pris ma décision. La clarté qui a suivi son ultimatum était comme entrer dans une pièce froide et immobile après une tempête destructrice. Tout le bruit, l'anxiété, le doute, le besoin désespéré de lui faire comprendre, ont tout simplement cessé. J'ai ressenti un calme profond, presque troublant. Je suis allé me coucher avant qu'elle ne parte pour la fête. J'ai entendu le claquement de ses talons, l'odeur de son parfum persistant dans le couloir, le clic final de la porte de l'appartement. Je ne me suis pas levé. Je suis resté allongé là dans le noir, sans planifier mon prochain mouvement, car il était déjà planifié. Je l'avais commencé le lendemain de notre première conversation à propos de Tristan. Une voix discrète dans ma tête me disant de me préparer à un résultat que je ne voulais pas croire possible. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Quand je me suis réveillé à l'aube, l'appartement était silencieux. Son côté du lit était intact. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai pris une douche, me suis habillé avec un jean et un t-shirt, et je suis allé au fond de mon placard. De derrière une pile de pulls,
j'ai sorti un sac de sport que j'avais rempli petit à petit au cours des 10 derniers jours. Quelques vêtements de rechange, mon passeport et des documents importants, la montre de mon grand-père, le livre que je lisais. Rien de ce qui était à nous. Rien de ce qui nous représentait. Dans le salon, j'ai jeté un dernier regard sur le stupide coussin en velours hors de prix qu'elle devait absolument avoir. Sur le beau livre sur l'architecture que nous avions acheté ensemble lors d'un week-end. Tout cela ressemblait à un décor de théâtre pour une vie qui n'était plus la mienne. Sur la table de la cuisine, j'ai posé l'unique clé de mon appartement loué à mon nom avant même de l'avoir rencontré, et un simple bouquet de tournesol, ses fleurs préférées. J'ai pris un bloc-notes dans le tiroir et je n'ai écrit que 3 mots. Pas d'explication, pas de supplication, pas d'accusation. Une simple déclaration de fait, la réponse au test qu'elle m'avait donné. J'ai choisi non. Prends soin de toi, Raphaël. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai fermé la porte, et par cet acte, j'ai fermé le livre sur nous. Mon ami Baptiste, qui regardait mon cœur se briser au ralenti depuis des semaines, n'a posé aucune question quand je me suis pointé à sa porte avec un sac de sport à 7 heures du matin. Il m'a juste tapé sur l'épaule, a montré du doigt le canapé préparé, et a dit « Le café est prêt. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. » La première chose que j'ai faite sur son canapé a été d'ouvrir mon téléphone. Je n'ai pas fait défiler l'écran. Je suis allé directement dans mes contacts, j'ai appuyé sur son nom et j'ai cliqué sur bloquer. J'ai fait la même chose pour son numéro. Ensuite, j'ai ouvert notre application de notes partagées, notre liste de courses partagées, notre photothèque partagée. Je l'ai supprimé, un fil numérique à la fois, coupant les connexions avec une précision chirurgicale. J'ai laissé un canal ouvert, l'application de messagerie que nous utilisions le plus fréquemment. Je ne l'ai pas bloqué là. J'ai simplement désactivé toutes les notifications et archivé la discussion. J'avais besoin d'une trace, pas pour me venger, mais pour ma propre santé mentale. Un reçu. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face vers le bas. Ça va, mec, a demandé Baptiste en me tendant une tasse. Ça ira, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Le premier message vocal est arrivé à 11h37. J'ai vu l'icône d'aperçu sur l'application plus tard dans l'après-midi alors que je vérifiais distraitement un courrier électronique professionnel. J'ai attendu d'être seul dans la salle de bain de Baptiste ce soir-là, le ventilateur bourdonnant, pour écouter. J'ai appuyé sur lecture, le visage impassible dans le miroir. Sa voix était empâtée par le sommeil et l'agacement. Vraiment ? C'est tellement immature. Tu vas vraiment jeter 2 ans par la fenêtre parce que tu manques de confiance en toi ? Je suis resté sur le canapé de Tristan. Pour l'amour de Dieu. Il était bosselé et son colocataire ronflait. C'est une réaction excessive et pathétique. Appelle-moi. Nous devons parler comme des adultes. Il n'y avait aucune culpabilité, aucun je suis désolé de t'avoir inquiété. Juste du mépris pour mes sentiments présentés comme de la maturité. Je l'ai supprimé. Le son de sa voix n'a rien éveillé en moi, ni colère, ni tristesse. C'était une donnée, le premier point sur le graphique de son effondrement, le déni et le rejet. Les jours ont passé. J'ai appelé mon propriétaire, expliqué la situation, et payé des frais administratifs pour la retirer officiellement du contrat de location, une clause sur laquelle j'avais sagement insisté. J'ai demandé à la poste de faire suivre son courrier. Je suis allé travailler, je me suis plongé dans un projet que j'avais négligé, et j'ai trouvé un étrange réconfort dans le code, sa logique étant un baume après son chaos émotionnel. J'ai commencé à courir avec Baptiste le matin le long des quais de la Seine. L'épuisement physique ressemblait à une purification. Une semaine après mon départ, j'étais sur l'îlot de cuisine de Baptiste pour l'aider à préparer le dîner quand il a laissé échapper un sifflement bas. Oh, waouh! Regarde ça! Il a tourné son ordinateur portable vers moi. C'était une publication sur les réseaux sociaux d'une connaissance commune que nous connaissions à peine. Une photo de boîte de nuit floue, éclairée au néon. Au centre, avec son bras passé de manière possessive autour de la taille d'une femme blonde qui riait, se trouvait Tristan. La légende disait, célébration du nouveau contrat avec mon porte-bonheur. @Tristan @Capucine. J'ai senti les yeux de Baptiste sur moi, cherchant une réaction. J'ai juste hoché la tête lentement. Le gars pour qui elle a choisi de faire valoir ses principes, a dit Baptiste en secouant la tête.
la classe. Je ne me suis pas senti vengé. J'ai ressenti une pitié lointaine et creuse. Elle avait incendié notre relation pour un choix qui, pour l'autre partie, ne signifiait absolument rien. Elle était une invitée de canapé pratique, un coup de pouce temporaire pour l'ego. Elle avait été rejetée par la liberté même qu'elle avait emprisée. Le deuxième message vocal est arrivé cette nuit-là. Il était plus long. Son ton avait changé. D'accord. D'accord, Raphaël. Tu as fait passer ton message. Je suis désolé, d'accord? Je n'aurais pas dû formuler ça comme ça. Mais tu es juste parti. Tu ne t'es même pas battu pour moi. En quoi est-ce juste? Tristan et moi sommes juste amis. Tu es tellement parano. S'il te plaît. Rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, c'est tout. La condescendance avait disparu, remplacée par une panique tremblante. Elle était désolée pour la formulation, pas pour l'action. Désolée de ma réaction, pas de son choix. Et la réécriture classique de l'histoire, tu ne t'es pas battu pour moi. Elle ne m'avait laissé aucune place pour me battre. Elle avait lancé un ultimatum et était choquée que je l'accepte. Je l'ai supprimé. Étape 2, négociation et transfert de responsabilité. Le silence de mon côté était un vide, et la nature, tout comme sa psyché, a horreur du vide. Le troisième message vocal est arrivé 3 jours plus tard. Je préparais une petite valise. J'avais trouvé une sous-location, un studio propre et minimaliste avec vue sur la Seine. Un nouveau départ. J'ai écouté le message tout en pliant une chemise. C'était brut. Je pouvais l'entendre pleurer, le son humide et laid, dépouillé de toute performance. Tu avais raison. D'accord, tu avais raison. C'était une grave erreur. Il n'était pas celui que je croyais. Tu me manques tellement. L'appartement est si silencieux. Je continue d'entendre tes clés dans la porte. Je n'arrive pas à dormir dans notre lit. Il a ton odeur. S'il te plaît. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ferai n'importe quoi. Je ne lui parlerai plus jamais. Je te donnerai tous mes mots de passe. S'il te plaît, c'est tout. C'était la vraie douleur, la conséquence arrivant comme un train de marchandises en retard. Elle n'était pas désolée de m'avoir manqué de respect. Elle était désolée parce que son pari avait spectaculairement échoué. Tristan était parti, et la stabilité que je représentais, l'homme qui aurait payé son VTC, qui l'aurait attendu éveillé, avait disparu aussi. Elle ne plaidait pas pour moi. Elle plaidait pour le canot de sauvetage qu'elle avait repoussé d'un coup de pied désinvolte. Une pitié sourde et lourde s'est installée dans ma poitrine. J'ai supprimé le message. Étape 3, négociation désespérée. Le dernier message vocal est arrivé 2 semaines après cela, en pleine nuit. J'étais dans mon nouveau studio en train d'assembler une étagère, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur de ma fenêtre nue. Je venais de finir de poncer un bord rugueux sur le bois, l'action étant méditative et satisfaisante. J'ai vu la notification, un minuscule point rouge sur l'application que je n'ouvrais désormais plus jamais. J'ai failli ne pas écouter. Mais une partie de moi avait besoin de tourner la page, avait besoin d'entendre l'arc complet de la tragédie qu'elle avait offerte. J'ai appuyé sur lecture. Il n'y a eu aucun son au début. Puis, le léger bruissement d'un tissu, une inspiration tremblante. Sa voix, quand elle est venue, était le fantôme d'elle-même, un murmure creux et brisé, dépouillé de toute fierté, de toute colère, de tout artifice. C'était le son du vide absolu. S'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît. Une longue pause remplie de parasites. Je ne sais pas qui je suis sans toi ici. Je suis tellement désolé. Je suis tellement perdu. S'il te plaît. Le murmure resta suspendu dans l'air de mon nouvel appartement calme. C'était l'aboutissement de chaque choix qu'elle avait fait, de chaque mot dédaigneux, de chaque sourire secret adressé à son téléphone. C'était le son du karma, non pas comme une punition dramatique, mais comme le vide inévitable et douloureux laissé lorsque l'on traite l'amour comme une option et le respect comme une faiblesse. Je n'ai rien ressenti, ni triomphe, ni tristesse, pas même cette lointaine pitié. C'était comme entendre le bulletin météo d'un pays que je ne visiterai jamais. Je ne l'ai pas supprimé immédiatement. J'ai posé mon téléphone sur l'étagère nouvellement assemblée,
j'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé la scène, un ruban sombre parsemé de lumière réfléchie. J'ai pris une grande et pure bouffée d'air dans mon propre espace, non souillé par le parfum ou le ressentiment. Ensuite, j'y suis retourné, j'ai repris mon téléphone et, pour la dernière fois, j'ai appuyé sur supprimer. 6 mois, c'est toute une vie quand on la construit brique par brique en silence. Mon studio au bord de la Seine est devenu un foyer. L'étagère que j'avais assemblée cette nuit-là contenait maintenant une collection grandissante. La vue, autrefois juste une nouveauté, est devenue une partie de ma méditation quotidienne, le flux constant et régulier de l'eau rappelant que les choses avancent. J'avais obtenu la promotion au travail, celle que j'étais trop distrait pour poursuivre correctement. J'avais repris contact avec de vieux amis, ceux dont Clémence m'avait subtilement éloigné, les qualifiant de tes potes d'université ennuyeux. Nous jouions au poker le mardi. C'était banal et parfait. Baptiste appelait ça mon renouveau après le traumatisme. J'appelais juste ça la paix. J'entendais parler de Clémence par bribes, de la part du réseau de connaissances communes qui s'amenuisait. Elle avait quitté l'appartement, ne pouvant pas se le payer seule, et avait emménagé chez une cousine. Tristan, sans surprise, s'était mis officiellement et publiquement en couple avec la blonde, Capucine. Les réseaux sociaux de Clémence, que je ne vérifiais jamais mais dont Baptiste me parlait occasionnellement, étaient passés de publications de défis genre je vis ma meilleure vie à un long silence, puis un silence permanent. Je n'ai jamais pensé à reprendre contact. Elle était devenue une leçon apprise, un chapitre clos. Le souvenir de son message vocal chuchoté refaisait parfois surface, non pas comme une blessure, mais comme un repère, le moment où j'ai su que mon silence avait été entendu. La rencontre, quand elle s'est produite, n'était pas un accident. C'était un dimanche matin à la brûlerie, le café que nous fréquentions près de notre ancien appartement. J'y allais encore parfois. Il torréfiait les meilleurs grains de la ville. J'attendais ma commande, lisant une lettre d'information sur mon téléphone, portant la confiance tranquille d'un homme totalement bien dans sa peau. Je venais de courir le long des quais de la Seine. J'avais l'air de ce que j'étais, en bonne santé, reposé et seul par choix. Raphaël. La voix était hésitante, plus fluette. Je l'ai reconnu instantanément, mais le son n'a déclenché aucun pic de pouls, aucune peur glaciale, juste une reconnaissance douce et lointaine, comme entendre une chanson qu'on avait trop écoutée autrefois. J'ai levé les yeux. Clémence se tenait près du présentoir des condiments. Elle essayait d'avoir l'air bien apprêtée, un joli manteau, un maquillage appliqué avec soin, mais cela semblait peint sur une surface fragile. Ses yeux contenaient une énergie fébrile, un espoir désespéré mélangé à des ombres profondes et fatiguées. Elle avait l'air plus petite. La femme provocante qui avait lancé un ultimatum sur le seuil d'une salle de bain avait disparu. « Salut, Clémence » ai-je dit. Ma voix était polie, neutre, le ton que vous utiliseriez avec un collègue que vous connaissez à peine. « Comment vas-tu ? Pas que fais-tu ici ? Pas waouh, ça fait longtemps. Pas tu as l'air. Juste une simple question socialement requise, dépourvue de tout intérêt réel. » Elle a tressailli, presque imperceptiblement, face à cette placide normalité. Elle avait probablement répété des retrouvailles larmoyantes ou des disputes passionnées. Elle ne s'était pas préparée à cela. Bien, a-t-elle menti, ses yeux cherchant frénétiquement sur mon visage la moindre faille, le moindre soupçon de l'ancienne douleur, de l'ancien amour. Elle n'a rien trouvé, un mur lisse d'agréable détachement. Tu as vraiment l'air bien. Merci, ai-je dit, comme si elle avait complimenté ma veste. J'ai regardé au-delà d'elle vers le comptoir où mon nom allait être appelé. Écoute, Raphaël, a-t-elle commencé, ces mots se bousculant dans un élan répété. Je sais que tu as reçu mes messages, tous. J'ai besoin de savoir s'il y a une chance de parler, de prendre juste un café, comme ça. Elle a fait un faible geste entre nous. Je suis allé en thérapie, sérieusement. Je comprends ce que j'ai fait maintenant. C'était lié à ma propre insécurité, à mes propres problèmes. Ça n'a jamais été à cause de toi. Tu étais tout. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer, je l'ai laissé s'asseoir dans le vide de ses propres mots. Mon café était froid. Je l'ai récupéré au comptoir, j'en ai pris une lente gorgée et je me suis retourné vers elle. Elle était toujours là, figée, attendant un verdict. Je suis content que tu travailles sur toi-même, ai-je dit. C'était la chose la plus bénigne et la plus générique que je pouvais dire.
Cela ne comportait aucune chaleur, aucun investissement. Son calme a commencé à se fissurer. C'est tout? Tu travailles sur toi-même? Raphaël, tu as juste disparu. Tu ne t'es pas battu pour nous. Tu ne m'as même pas accordé une vraie conversation. Étais-je si facile à quitter? Ce que nous avions n'avait-il aucun sens pour toi? Sa voix montait, teintée de la colère du deuxième message vocal, celui qui m'avait reproché de ne pas me battre. C'était l'épreuve de force. C'était là que l'ancien moi aurait craqué, se serait lancé dans une défense passionnée, un nouveau procès de chaque blessure. L'ancien moi lui aurait donné l'engagement émotionnel dont elle rêvait, même s'il était négatif. L'homme que j'étais maintenant la regardait simplement, la tête légèrement penchée, comme s'il observait un spécimen un peu déconcertant. Tu m'as donné un choix, ai-je dit, ma voix toujours calme, dépourvue de toute charge émotionnelle. Un choix très clair. Je l'ai fait. Une fois ce choix fait, il n'y avait plus rien pour quoi se battre. Le combat était terminé. Elle m'a fixé, la bouche légèrement ouverte. Ma logique était irréfutable, et elle était glaciale. Alors, c'est ta grande déclaration, a-t-elle sifflé, la blessure se transformant en quelque chose de plus laid, de plus vrai. La façade de la femme éclairée parlant de thérapie s'est fissurée, révélant le sentiment de droit absolu en dessous. Après tout ça, j'ai droit au silence, et puis à ça. Cette politesse? Tu m'aimais avant. Tu me regardais comme si j'étais le monde entier. J'ai pris une autre gorgée de mon café. Il était excellent. Je l'ai pleinement apprécié à ce moment-là. Clémence, ai-je dit en posant ma tasse avec une douce finalité. Mon regard était direct, mais pas dur. Il était simplement factuel. Cette personne dont tu parles, celle qui t'aimait, qui te regardait de cette façon, elle est partie. Tu l'as rejetée. Tu lui as dit que ses sentiments étaient un obstacle à tes choix. Je pouvais voir les mots atterrir, chacun étant un poil attirant vers le bas. Et honnêtement, ai-je continué, mon ton passant à un réalisme pur et sans mélange. Construire une nouvelle vie sans cette négociation constante, sans marcher sur des œufs, sans les tests, c'est paisible. C'est calme. Je ne pense pas à toi. Je ne te veux aucun mal. Tu es juste une personne que j'ai connue. La couleur a quitté son visage. Je ne pense pas à toi. C'était la défaite ultime, ni la haine, ni l'amour persistant, mais la plus totale insignifiance. Ma paix n'était pas en dépit d'elle. Elle n'y était pour rien du tout. Elle était devenue un non-facteur dans l'équation de mon bonheur. Sa colère s'est évaporée, laissant derrière elle une compréhension dévastatrice et creuse. L'esprit combatif a quitté ses épaules. Elle ne regardait pas un ex au cœur brisé qu'elle pouvait manipuler pour le faire revenir. Elle regardait un homme qui était véritablement et profondément libre. Et son pouvoir, le pouvoir de mon amour pour elle, était maintenant à zéro, éteint. J'ai vu le moment exact où elle a réalisé qu'elle chuchotait dans un vide qui avait depuis longtemps cessé de résonner. Prends soin de toi, Clémence, ai-je dit. Ce n'était pas un vœu. C'était une déclaration de clôture. J'ai pris mon café, je lui ai fait un petit signe de tête polie qui contenait la distance de plusieurs continents, et je me suis retourné. Je suis sorti du café, la cloche tintant doucement derrière moi. Je ne me suis pas demandé si elle me regardait. Je ne me suis pas demandé si elle pleurait. Je n'ai pas élaboré de meilleures répliques dans ma tête. J'ai marché dans la rue tachetée de soleil vers la Seine, vers ma maison. J'ai pensé au livre que j'allais finir de lire sur mon balcon. J'ai pensé au projet que j'avais hâte de commencer au travail demain. J'ai mentalement ajouté du café à ma liste de courses. Le souvenir de son visage dans ce dernier moment, le choc, la dévastation, l'abandon, a vacillé dans mon esprit puis s'est dissous, comme une ondulation se lissant à la surface de ce fleuve profond et régulier en moi. Il n'avait aucun poids. Il n'avait aucune signification. Elle avait demandé de choisir entre la confiance et le respect de soi. J'avais choisi. Et dans ce choix, je n'avais pas seulement trouvé une sortie, mais un horizon. Et j'étais déjà à des kilomètres au-delà, marchant dans le calme tranquille et ensoleillé d'une vie qui était enfin, complètement la mienne. Commentaire, je voulais vous dire à quel point il est précieux de cultiver son estime de soi au quotidien. Poser ses limites n'est jamais un manque de gentillesse, c'est une forme de respect profond envers soi-même. J'ai compris que choisir la paix intérieure apporte une liberté que rien d'autre ne peut remplacer.
Assumer ses responsabilités dans ses relations nous aide à véritablement grandir. La guérison commence quand on décide de ne plus accepter ce qui nous blesse. Soyez bienveillant envers vous-même, vous le méritez amplement. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Vivre avec authenticité et sérénité transforme peu à peu notre quotidien. Je vous encourage à écouter cette petite voix qui vous guide vers ce qui est juste pour vous. Et vous, quelle est la limite que vous avez envie de poser aujourd'hui pour votre bien-être? Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.